Bonjour à toutes et à tous. Je suis Léo Godin, je suis directeur du développement chez Amical. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième session digitale du Mécène Forum. Je prends la parole juste quelques secondes avant de la donner à nos intervenants pour vous rappeler les modalités de connexion et vous donner quelques consignes. On est très heureux parce que vous êtes inscrits en nombre au Mécène Forum, vous êtes 465 inscrits, je vois qu'il y a déjà 85 personnes de connectées et le chiffre monte. Comme vous êtes nombreux, nous sommes en format webinaire, vos micros sont en mute et vos caméras sont coupées. Néanmoins, vous pouvez interagir et intervenir tout au long de l'atelier au travers du module conversation et du module questions-réponses qui est mis à votre disposition. On prévoit également quelques sondages, donc on compte sur votre participation dans cette heure et quart qui commence. Il y aura la modération de notre côté Clara Lemonnier, qui est directrice juridique et affaires publiques chez Amical, et Alexandra Mousquès côté co-conseil, et on essaiera dans la mesure du possible de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous invite par ailleurs à utiliser le hashtag MécèneForum pour contribuer sur la toile et faire vivre encore plus cet atelier. Vous avez à votre disposition une application mobile, ConnexMe, que vous invite aussi à télécharger et utiliser pour interagir directement entre vous. Vous avez l'ensemble des informations dans le programme PDF qui vous a été envoyé. Sur ce, je m'arrête là et je donne la parole à Benoît Gachdos qui va animer cet atelier. Benoît, c'est à vous. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde dédiée à l'accompagnement des partenaires associatifs et l'impact de la crise sur leurs besoins. Je m'appelle Benoît Gaïdos, je suis directeur général du cabinet Co, qui est un cabinet de conseil en stratégie non-for-profit qui a pour mission de permettre aux projets d'intérêt général d'accroître leur pérennité et leur impact grâce au conseil en stratégie. Et pour débattre autour de cette table, j'ai autour de moi Johanna Pigla, qui est en charge de l'accompagnement au pôle innovation sociale de Total Foundation. Johanna, si tu veux dire deux mots. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis dans le groupe depuis une vingtaine d'années, depuis 6 ans sur des projets à impact social et au sein de la Fondation, donc depuis 3 ans sur des projets d'innovation sociétale que je vous présenterai tout à l'heure. En tout cas, très heureuse d'être parmi vous. Merci Johanna. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Marie Belloc, qui est responsable des opérations chez Sherit. Marie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, je suis aussi vraiment ravie d'être là et j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus en détail Sherit, mais en 2 mots, on code gratuitement des solutions digitales pour permettre à des entrepreneurs sociaux de démultiplier leur impact. Et on a été créé par Ashoka et des entrepreneurs du web, donc on a un pied dans la tech et un pied dans le for good. Et merci beaucoup à Johanna, Benoît, Charles Benoît et l'Admical pour l'invitation. Et enfin, pour finir brillamment cette table ronde, Charles Benoît Etzik, président du RAMO. Charles Benoît. Oui, bonjour à tous. Donc, le RAMO est un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun. Et depuis 2006, à la fois, nous décryptons le mouvement d'alliances innovantes d'intérêt général en France et nous expérimentons des modèles d'alliances pour renforcer les liens et les impacts sur l'intérêt général. Voilà. Et puis, Alexandra Mousquès de Co nous aidera pour faire l'interface entre vous et nous pour répondre à vos questions. Merci, Alexandra. Pour commencer, je vous propose de laisser Charles Benoît Etzik poser le cadre de ce débat. Charles Benoît travaille depuis très longtemps maintenant sur les questions de coopération et je voudrais que vous puissiez nous dire quelles sont en fait les attentes que vous percevez depuis longtemps, comment elles ont évolué et quelles sont les évolutions récentes liées à la crise.
Merci beaucoup, Benoît. Alors, effectivement, dès 2008, nous avons voulu pouvoir suivre ce mouvement de co-construction en France et nous avons créé avec la Caisse des dépôts, le MEDEF et le mouvement associatif, l'Observatoire des partenariats pour pouvoir suivre les données finalement de cette co-construction. Et bien évidemment, face à la crise, nous avons voulu savoir ce qu'il en était, quelles étaient les convictions à la fois de nos concitoyens, des dirigeants d'entreprise et des élus sur cette nécessité de jouer collectif, à la fois pour répondre aux enjeux de la crise et on le verra de façon plus structurelle pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable. Alors, nous n'avons pas été surpris puisque ça a confirmé finalement une lente évolution depuis plus d'une décennie maintenant, mais les Français qui nous avaient déjà dit en octobre 2019 leur attachement à ce devoir d'alliance pour que associations, entreprises, collectivités soient en capacité finalement d'inventer des solutions ensemble sur les questions sociétales, de voir en mai dernier que en plein cœur de confinement, que ce devoir d'alliance était reconfirmé par les Français qui attendaient cette dynamique-là et nous allons le voir au moment où nous remettions avec la députée Cathy Racon-Bouzon le rapport ministériel sur la question. Nous avons ensuite été demandé quelle était leur envie d'alliance aux entreprises et nous avons fait une étude représentative de l'ensemble de l'univers des entreprises françaises. Je rappelle que 96% des entreprises en France ont moins de 20 salariés, donc c'est important d'avoir ce panel représentatif des entreprises. Et en juin dernier, nous avons vu que 84% des entreprises déclaraient cette envie d'alliance pour justement trouver des solutions au plus près des territoires. Et durant l'été, nous avons fait une étude pilote avec le CJD pour comprendre ce que voulait dire pour les entreprises engagées, finalement, cet engagement territorial. Et puis, pas plus tard qu'hier soir, lors du 3e dîner élus et entreprises, traditionnellement organisé à la veille du congrès des maires. Alors cette année, le congrès a été annulé, mais pas ce dîner. Nous avons présenté l'étude impact élus locaux, où 92% des maires réaffirment finalement l'importance de reconnaître la valeur du jouet collectif et 42% d'entre eux disent même mettre au cœur de leur mandat cette capacité à articuler l'action des élus, l'action des associations et l'action des entreprises pour trouver ensemble des solutions qui répondent aux enjeux. Et tout ça avec vraiment une pensée derrière, c'est que 1 + 1 = 3. Et donc, on voit bien qu'au moment de la crise, loin d'avoir arrêté une dynamique qui était déjà à l'œuvre depuis une décennie, au contraire, ça a été un véritable accélérateur finalement de cette co-construction. Alors, si on regarde maintenant, deuxième page, les dynamiques à l'œuvre en 2020, eh bien, en fait, on voit bien qu'il y a deux jambes très complémentaires et surtout qu'il ne faut pas dissocier une logique plutôt de reconnaissance institutionnelle et puis une logique d'expérimentation territoriale extrêmement concrète. Dans la reconnaissance institutionnelle, Gabriel Attal, au Forum national des associations et des fondations en octobre 2019, avait confié à la députée Cathy Racon-Bouzon et moi-même une mission ministérielle pour justement voir comment accélérer en France les alliances, associations, entreprises et collectivités. Nous avons mobilisé autour de nous plus d'une centaine d'acteurs de référence, dont bien évidemment nos amis de l'ALMICA, Fondation Total, pour pouvoir réfléchir ensemble sur ce que nous pouvions proposer au ministre. Et le 7 mai dernier, nous avons à la fois présenté l'état des lieux des partenariats en France, à la fois un guide très concret, un kit ODD 17 en pratique pour montrer la diversité des outils qui existent déjà pour éclairer tout ça, mais surtout un programme de 21 mesures très concrètes sur lequel nous avons rendu à la ministre Sarah El Haïry en octobre dernier, le 17 octobre, à la date anniversaire de la mission, un bilan de 6 mois d'action et on voit bien que sur l'ensemble de ces dynamiques, les sujets ont bien avancé. Et de l'autre côté, opérationnellement parlant, on peut se réjouir des expérimentations de plus
plus en plus innovantes que les entreprises, les associations et les collectivités mènent sur le territoire pour faire des véritables preuves de concept et quelque part, non pas à travers une théorie ou des réflexions qui seraient en chambre, mais au contraire, les mains dans le cambouis en expérimentant et en sachant très bien que l'expérience ne peut pas être la même à Lille et Marseille, à Bressuire et à Langres. Et donc, vraiment, la dynamique de comment est-ce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe sur le territoire et en fait, on fait ressortir les enseignements, l'approche apprenante qui est derrière. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire que une des raisons qui fait en sorte que le jouet collectif, au-delà de la déclaration, n'est pas si facile à mettre en œuvre, nous a été donnée hier par Sylvain Wasserman, vice-président de l'Assemblée nationale, qui dit mais finalement, il y a quelque chose d'anxiogène pour les élus que de reconnaître cette co-construction. Pourquoi? Parce qu'elle demande finalement d'accepter, de savoir quel est le point A où on démarre, mais de faire confiance pour trouver ensemble un point B qu'on n'a pas encore complètement identifié. Et ça, culturellement, c'est un véritable travail. Alors, en finale, et pour ne pas être trop long, qu'est-ce qui nous laisse penser que nous allons pouvoir accélérer le jouet collectif en France? Eh bien, en fait, quand on analyse les 7 leviers de déploiement, d'une nécessité d'un déploiement à partir de l'expérience de terrain, d'abord, on peut rappeler qu'on peut valoriser les alliances innovantes parce qu'il y en existe de très nombreuses et qu'aujourd'hui, ne serait-ce que les 15 exemples inspirants de la Fondation de la promotion 2020, de la Fondation pour la co-construction du bien commun en octobre dernier, mais au Giving Tuesday, mardi prochain, nous aurons le 500e exemple inspirant dans la base de données Impact Pratique Innovante. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui de très nombreuses exemples dont on peut s'inspirer et dont c'est la diversité qui fait la richesse. Si vous regardez à droite de l'écran, vous allez voir 3 éléments en bleu qui sont plutôt des éléments techniques. Il faut bien évidemment des compétences, apprendre à faire alliance. Et là, le monde académique se saisit de plus en plus de cette question-là. Citons par exemple la chaire interaction d'AgroParisTech. Il faut aussi connaître où sont les outils pour faire alliance. Et là, l'espace public d'information qu'a mis en ligne depuis mai dernier le ministère de l'Éducation nationale sur asso.gouv.fr, l'espace Alliance et territoire, où vous avez accès à plein d'outils qui existent. Et puis, bien évidemment, il faut des données, et c'est là où les études telles que celles de l'observatoire que je viens de citer juste à l'instant, l'étude Impact élus locaux, donnent des éclairages. Mais surtout, il fallait, et c'était, j'allais presque dire, la bonne nouvelle de 2020, il fallait avancer sur des éléments beaucoup plus structurels. Bien évidemment, il faut des compétences, des outils, des données, il faut des exemples, mais il faut aussi que structurellement, les choses avancent. Alors, il fallait faire bouger le droit de l'alliance, puisqu'il n'existe pas en France. Et là, la proposition de loi issue de la mission ministérielle, portée par la députée Cathy Racon-Bouzon sur l'expérimentation d'un droit de l'alliance qui va être déposée ce mois-ci au Parlement, est vraiment un élément extrêmement important pour que justement on ait un cadre législatif qui permette cette expérimentation innovante. De l'autre côté, il fallait une ingénierie d'alliance et que ce soit aujourd'hui les expériences collectives comme l'espace de rencontre et de dialogue entre ingénierie nationale et territoriale issu de la démarche d'anticipation de crise du médiateur des entreprises, que ce soit la Fondation des territoires qui hier a marqué une nouvelle étape, que ce soit le fonds I initié par la Caisse des dépôts et l'État, on voit bien aujourd'hui que ces ingénieries non seulement se co-construisent, mais surtout qu'elles articulent des complémentarités à la fois entre investisseurs et accompagnateurs. Et puis la dernière nouvelle, la bonne nouvelle qui date d'hier, et je la réserve pour maintenant puisque vous avez 2 des cofondateurs autour de la table, c'est celle que la Fondation Total et le Rameau ont dit qu'il fallait aller un cran plus loin, il fallait aujourd'hui donner une prime à l'alliance. Et pour donner une prime à l'alliance, il faut qu'on reconnaisse que faire alliance, ça prend du temps, ça demande de l'ingénierie et souvent, ça demande une capitalisation et une évaluation qui n'est pas financée par personne. Eh bien, c'est ce que le fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d'intérêt général a décidé de faire. Nous avons annoncé hier, lors du 3e dîner élus et entreprises, ce lancement et je suis très heureux que nous ayons, à travers nos amis de l'ADMICAL aujourd'hui, l'occasion de le mettre pour la première fois en pratique avec une double intervention Total et le Rameau à cette même table ronde. Merci beaucoup, Charles Benoît, pour cette remise en perspective
perspective. Alors, si on passe aux travaux pratiques, et on a la chance d'avoir la Fondation Total autour de la table, Total Foundation a lancé récemment un ambitieux programme, non pas de refonte de sa stratégie, pas du tout, stratégie qui est très claire, mais de refonte de ses pratiques, d'adaptation de ses modalités d'intervention. Alors, Johanna, vous pilotez ce projet. J'ai deux questions à vous poser. C'est pourquoi vous le faites maintenant et quelles vont être les grandes orientations de ce programme? Merci Benoît. Avant de démarrer, je voudrais un petit peu peut-être rappeler ce programme mondial de solidarité, Total Foundation. Donc, l'ambition de ce programme, c'est vraiment d'avoir des actions sociétales partout où le groupe est présent, dans les territoires, et puis d'avoir des actions auprès des jeunes, les 12-25 ans. Nous avons 4 axes d'intervention: l'éducation et l'insertion, le dialogue des cultures et le patrimoine, la sécurité routière, climat, littoraux et océans. Et dans notre façon de faire, on veut agir ensemble, donc dans une démarche collective avec nos collaborateurs, puisqu'aujourd'hui, on a un programme d'implication des collaborateurs qui permet à chaque salarié d'avoir 3 jours pour s'engager dans des missions d'intérêt général et agir en innovant. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là, au sein du pôle innovation sociétale, qu'on développe des projets comme comment faire évoluer le cadre classique du mécénat. Et donc là, on a ce programme d'accompagnement extra-financier. Et donc, dans quel contexte il y a différentes choses qui étaient déjà mises en place au sein de la Fondation. Dès 2019, on a souhaité faire évoluer notre accompagnement avec des outils et des ressources et vraiment aller au-delà du soutien financier. Différentes actions étaient déjà menées, je le disais, autour de la mesure d'impact, puisqu'on a lancé dès 2019 des outils pour nos associations pour qu'ils puissent faire de l'auto-évaluation de leur programme dans la mesure de l'impact social. Un deuxième volet qui était déjà lancé depuis 2018, c'était le programme d'implication des collaborateurs avec le mécénat de compétences, le programme Action dont je vous parlais tout à l'heure. Mais dès 2020, on a été conscient qu'il fallait aller plus loin avec ce programme qu'on a appelé le programme Rebond by Total Foundation, avec cette volonté vraiment de structurer un programme d'accompagnement et le faire dans une démarche collective. Et donc, cette démarche, elle a été accélérée par la crise et je vais vous présenter les 2 piliers de ce programme. Le premier, c'est comprendre le besoin. En fait, au mois d'avril, différentes études ont été menées par rapport à la crise sanitaire que nous traversons auprès des associations. Je pense notamment à l'étude très riche du mouvement associatif et puis un certain nombre d'études qui ont été produites. Mais au sein de la Fondation, nous avons voulu aller plus loin pour comprendre quels étaient les besoins des associations qui étaient soutenues par la Fondation Total. Et dans ce cadre-là, on a mené un questionnaire auprès d'une 60aine de partenaires des axes éducation et culture pour comprendre précisément quels étaient les enjeux que ces partenaires avaient traversés pendant la crise et comment nous pourrions les accompagner au mieux. Nous avons aussi souhaité être vraiment avoir une vision globale, holistique sur ce projet-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité aussi interroger d'autres financeurs. Et je pense notamment à d'autres fondations qui ont participé à ces entretiens qualitatifs, notamment la Fondation Nina Carasso, la Fondation RTE, Air Liquide et d'autres, et qui ont vraiment partagé avec nous les enjeux, les difficultés et leur volonté de co-construire avec nous des programmes pour répondre aux associations. Et toutes ces fondations ont répondu vraiment, je dirais, avec une réactivité et ont manifesté un enthousiasme pour co-construire ces projets. Le troisième volet, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit un programme qui soit, je dirais, construit depuis Paris. On voulait vraiment aussi impliquer les territoires, le local. Et dans ce cadre-là, on a en interne interrogé des collaborateurs, des collègues de la Fondation et puis aussi nos responsables territoriaux. Le deuxième volet de ce programme, ça a été la construction. On a identifié des axes prioritaires par rapport aux besoins qu'on a identifiés. Et puis, lancer des expérimentations. Pourquoi on parle d'expérimentation? Charles Benoît l'a dit très clairement tout à l'heure, construire des alliances, c'est compliqué, c'est pas simple. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Donc aujourd'hui, nous, on est juste au début de ce projet-là, hein, de cette volonté en tout cas d'aller au-delà du soutien extra-financier. Et donc, on commence à tester des projets d'expérimentation avec des associations, avec d'autres financeurs. Le troisième volet, c'est adapter l'organisation. Donc, tout ce dont on parle, ça prend du temps. Comment ne pas sursolliciter les associations qui ont des ressources limitées? Comment adapter notre organisation aussi en interne pour déployer ce programme-là?
Ce que je voudrais, cette étude, elle a été très riche, hein, je vous disais, une 60aine de partenaires, et puis on a vraiment, je dirais, une étude sur un certain nombre de domaines qui a permis aux structures aussi de prendre un petit peu de hauteur pendant cette crise pour se positionner. Le retour de cette étude en quelques mots, un fort besoin d'accompagnement sur 6 sujets clés d'évolution. Donc ça, c'est vraiment, le numérique apparaît vraiment comme un besoin fondamental, et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si Marie est avec nous de Sherit, parce que 70% des structures interrogées ont manifesté un besoin d'accompagnement dans le numérique. Donc, notre partenariat avec 3 ans auprès de Sherit, c'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les structures partenaires de la Fondation Total qui ont émis un besoin à aller vraiment, à changer d'échelle, à aller plus loin et à être plus efficace pour plus d'impact. Le deuxième volet, c'est la communication, puisque 50% des structures interrogées ont un besoin d'accompagnement dans la communication. Le troisième levier, c'est la stratégie partenariale. Donc, quand on parle de stratégie partenariale, il s'agit de mise en réseau, de communauté, comment aller plus loin. Naturellement, la question du modèle économique est revenue vraiment comme un point important. Et puis aussi, la mesure d'impact et la prise en compte des ODD. Je voudrais juste faire un petit focus sur ces 2 points. Pourquoi ? Parce que les 60 partenaires interrogés, 100% d'entre eux font déjà de la mesure d'impact, mais une structure sur 2 a besoin d'accompagnement dans la mesure d'impact. Comment nous, en tant que fondation, pouvons-nous peut-être nous interroger sur les outils que nous mettons à disposition, co-construire avec d'autres fondations et peut-être faire évoluer ces thématiques-là. En tout cas, voilà ce qui ressort très rapidement de cette étude. Par rapport aux entretiens qualitatifs que nous avons eus avec les financeurs, 3 points ressortent. L'ensemble, ils sont unanimes, des financeurs interrogés ont mis en place des plans d'action d'aide spécifiques durant la période. Le deuxième point, c'est des évolutions dans les modes d'action. Le financement de l'accompagnement, je vous le disais, ils sont nombreux à mettre en place des plans d'action sur 1 an, sur 2 ans, pour accompagner les structures. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience collective. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, que ce n'est pas tout seul qu'on va pouvoir répondre aux enjeux actuels, mais c'est vraiment comment, ensemble, avec nos expertises et nos complémentarités, qu'on pourra répondre aux enjeux de la société. Le deuxième volet, c'est l'initiation de programmes par les financeurs. Donc là, on va avoir des fondations qui vont initier des projets et ensuite qui vont s'appuyer, le co-construire avec d'autres acteurs pour l'opérer. Et donc là, je pense à la Fondation Nina Carasso, je pense également au sein de la Fondation Total, le projet de l'industrie, qui est un projet de campus pour les jeunes défavorisés sur des métiers industriels. Et comment, avec ce projet-là, il a vraiment été co-construit avec l'ensemble des acteurs. Donc, c'est un projet opéré par la Fondation, initié par la Fondation et co-construit avec les missions locales, les jeunes et l'ensemble des parties prenantes. Le troisième volet, c'est l'intégration locale, puisque nombre de fondations ont vraiment cette volonté de l'ancrage territorial et vraiment d'avoir une présence locale très, très forte. Le troisième point, le troisième enseignement, c'est un enjeu de coopération entre financeurs vis-à-vis des partenaires. Donc aujourd'hui, en tant que fondation, on a une responsabilité et on est nombreux à demander un certain nombre de documents à nos partenaires associatifs. Comment est-ce que nous pourrions peut-être mutualiser, mieux communiquer pour permettre de finalement alléger les demandes aux associations et leur permettre de se concentrer sur le cœur de leur activité et avoir plus d'impact. Donc, je pense notamment à tous les processus concernant les appels à partenaires, concernant la mesure d'impact, concernant les processus de due diligence. Y aurait-il quelque chose à faire pour mutualiser? Le deuxième volet sur l'enjeu de coopération, c'est la co-construction de programmes. Et donc là, naturellement, ils étaient unanimes sur le sujet, cette volonté de communiquer et de co-construire ensemble pour, par rapport aux associations qu'on soutient, avoir plus d'impact. Donc, je vais vous présenter les 3 leviers du programme Rebond de Total Foundation. Le premier point, c'est de structurer des parcours d'accompagnement pour nos partenaires associatifs. Le deuxième point, c'est de créer une communauté des partenaires associatifs. Et enfin, d'accroître la synergie et la complémentarité. Si je fais un petit point sur le parcours d'accompagnement, je vous le disais, il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà menées au sein de la Fondation, mais il nous a semblé important de structurer cette démarche et d'avoir un véritable parcours depuis l'entrée et la sélection des partenaires jusqu'à la sortie du partenariat.
Et donc là, dans ce cadre-là, pendant la période de la crise, nous avons lancé le premier appel à partenaires avec vraiment des critères très stricts et transparents sur la sélection des partenaires dans l'axe éducation et insertion des jeunes. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, quand je parle de parcours d'accompagnement, nous avons fait une segmentation du portefeuille des partenaires de la Fondation Total pour nous dire, en fonction du type de partenariat, qu'il soit stratégique, un partenariat d'expérimentation technique, quel est le type de pilotage et de gouvernance qui va être attribué à ce type de partenaire, et puis aussi préparer à la sortie. Une fois que le financement de la Fondation est terminé, comment accompagner nos associations, les accompagner à lever des fonds, les accompagner sur leur modèle économique pour finalement assurer la pérennité et la durabilité du modèle. Le deuxième aspect, c'est la communauté d'acteurs associatifs, en développant des synergies. Aujourd'hui, au sein de la Fondation, on a cette chance, c'est d'avoir 4 axes très différents, je dirais très diverses. L'éducation, la culture, l'environnement et la sécurité routière. Comment permettre, en tant que fondation, de jouer ce rôle de catalyseur, de mettre tous les acteurs autour de la table pour favoriser le partage de connaissances pour des acteurs d'un même axe, ou pour permettre à des axes, des partenaires d'axes différents, donc de s'inspirer, de favoriser la création de valeurs, le partage de connaissances, etc. Et donc là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, c'est ce qu'on essaye de faire pour 2 acteurs associatifs qui sont actifs dans l'aide sociale à l'enfance. On essaye de les mettre autour de la table, de réfléchir avec eux comment on peut leur permettre de partager les best practices, leur permettre d'aller plus loin dans la mesure d'impact, dans les coûts évités, et comment on pourra peut-être mettre en place un plan d'action pour faire évoluer les politiques publiques. Le troisième aspect, c'est accroître la synergie et la complémentarité avec d'autres financeurs. Donc ça aussi, on parle d'expérimentation, on l'a déjà initié, notamment avec des partenaires qu'on a en commun avec la Fondation Nina Carasso. On va essayer d'identifier les besoins des associations et comment est-ce qu'on pourra flécher le financement sur des actions spécifiques. Et ça, on le fera en bonne intelligence avec d'autres partenaires financeurs. Donc voilà, hein, j'aurais pu en parler pendant longtemps, 10 minutes c'est court, mais en tout cas, on est très preneurs de vos échanges tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Johanna, et je vous confirme pour ceux qui sont intéressés que Johanna peut être intarissable sur le sujet, mais on voulait aussi interagir avec vous et on va revenir sur les 2 derniers piliers. D'abord sur le second, autour de la création de la communauté, et puis dans un deuxième temps plus tard sur la coopération entre les financeurs. Et l'idée, c'est d'engager avec vous un débat auquel on sera tous ravis de pouvoir répondre. Alors, la première question qu'on voudrait vous poser, et vous avez dû, ça doit s'allumer quelque part pour vous sur un outil de sondage, en termes de création de coopération entre les partenaires ou les opérateurs, suivant le nom que vous leur donnez, que vous soutenez, comment estimez-vous votre maturité? Finalement, est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes très mature en matière de synergie entre associations que vous soutenez, mature, peu mature ou très peu mature? Voilà. On vous laisse quelques secondes pour répondre. On va essayer d'être plus rapide pour les résultats que les élections américaines. Alors, je vois le nombre de répondants qui augmente de mon côté, Benoît. Encore quelques instants, ça continue de monter. Parfait. Vous avez encore une vingtaine de secondes et je clôture. Super. Encore 10 secondes et je clôture le sondage. Quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore voté. Hop, je mets fin au sondage. Alors, 7% de très matures, 43% de matures, 40% de peu matures et 10% de très peu matures. Est-ce que, Charles Benoît, vous voulez commenter ça au regard de la mise en perspective que vous nous aviez faite tout à l'heure?
C'est assez exceptionnel parce que c'est exactement les pourcentages que l'on a sur le jouet collectif d'une manière générale. On voit quand on demande, que ce soit aux maires, aux élus, aux Français, aux associations sur ces questions-là, on a toujours les 5-7% qui sont vraiment très en avance sur le sujet, qui sont un peu les leaders d'opinion. Hein. Vous savez tous qu'à partir de 12%, on fait basculer une opinion vers une généralité. On a finalement 80% qui se situent dans cette moyenne, et puis on a les 10%. Nous sommes quand même en France, donc on a les 10% d'irréductibles gaulois qui parfois ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas les outils, et d'autres parce que simplement ce n'est pas leur logique. Et j'insiste sur ce sujet-là, il faut aussi respecter ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans le jouet collectif. Le jouet collectif, c'est une question de confiance, c'est une question finalement d'accepter de changer de posture, et donc forcément c'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, et je pense que ça c'est aussi très important à écouter. Il n'y aurait pas une obligation, une injonction à aller vers ce jouet collectif. En tous les cas, c'est très drôle parce que dans les données de l'Observatoire, on est assez proche finalement de ces niveaux de maturité, quels que soient les acteurs, encore une fois, que ce soit la vision des citoyens, des élus, des chefs d'entreprise ou des responsables associatifs. Merci. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de s'intéresser finalement à ce qui empêche les 93% qui ne sont pas très matures de devenir très matures. Et dit autrement, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore justement pour développer la coopération entre les structures, les associations, les partenaires que vous soutenez? Pour ça, on va vous laisser quelques minutes pour répondre dans le module de questions-réponses. Et puis ensuite, on pourra débattre de ces difficultés. C'est à vous. Je vais profiter de ce temps de réflexion de chacun pour adresser à Johanna une question pour la Fondation Total. On voit que les besoins en termes de communication des partenaires associatifs de la Total Foundation sont forts. La Fondation a-t-elle mis en place quelque chose pour y répondre ou prévoit-elle de le faire? Écoutez, à ce sujet-là, sur les différentes thématiques, les différents besoins qui ont émergé, on a prévu des ateliers avec nos partenaires associatifs pour bien comprendre quels étaient les besoins. Et effectivement, on a aussi le programme d'implication des collaborateurs où, en fonction du besoin des partenaires associatifs, les collaborateurs pourront s'engager et répondre éventuellement aux besoins. Mais il y a différents webinaires qui ont été organisés pour aller un cran plus loin, notamment on l'a fait sur le numérique, sur la mesure d'impact, pourquoi pas sur la communication. Merci, Johanna. On a trois difficultés seulement saisies dans le module de questions-réponses. Si j'en juge par les 93% qui ne s'estimaient pas très matures, on doit bien y en avoir d'autres des difficultés. Il y a quelques réponses dans le module conversation également, Benoît. Alors, je vais laisser Alexandra nous rapporter quelques difficultés pour qu'on puisse en discuter. Alexandra? La première difficulté qui est remontée, c'est le manque de temps, suivi de près par les compétences. S'il y a des réactions par rapport à ça, je vois qu'il y a d'autres retours qui sont en train d'arriver. Johanna, sur le manque de temps et sur les compétences. Sur les compétences, j'imagine que c'est les compétences pour créer des synergies et de la mutualisation. Ben là, ce que j'ai envie de répondre, c'est tous les travaux du Rameau qui vont nous être très utiles, justement, sur ce volet, comment faire alliance. Je vois qu'il y a également des aspects sur les égos. C'est pour ça qu'on dit que la coopération, ce n'est pas facile, on en est conscient. Et donc, comment faire? Donc ça, on va aussi s'appuyer sur tout le travail de recherche qui a déjà été établi par le Rameau. Alexandra? Oui, il y a d'autres retours qui mentionnent l'absence d'outils collectifs.
Qui veut répondre sur Est-ce qu'il y a le… des réactions Alors, là, sur les outils collectifs, je peux répondre parce que c'était vraiment la mission ministérielle. Et en fait, on ne manque pas d'outils. Simplement, on manque d'une lisibilité, une visibilité sur la diversité des outils qui existent. Et je voudrais vraiment insister sur ce fait qu'on vient de le voir par le sondage, il y a des diversités de maturité et donc il est important d'avoir une diversité d'outils. Donc souvent, on dit, mais quelle est la boîte à outils magique ou le discours miracle qu'il faudrait faire? Ni l'un ni l'autre. En fait, il faut offrir un vaste panorama de dispositions pour que chacun, en fonction de ses priorités, de ses objectifs, puisse trouver vraiment cette logique-là. Et le travail d'inventaire qui a été fait, qui est disponible aujourd'hui sur le site du ministère de l'Éducation nationale, hein, association.gouv, vraiment montre à quel point, en fonction des différents angles que veulent prendre les structures d'intérêt général d'une part et les acteurs économiques ou les acteurs publics d'autre part, il y a vraiment une diversité d'outils qui s'appliquent en fonction des objectifs poursuivis. Et concernant… Pardon. Je vais juste en profiter sur la question de la compétence parce que je pense que c'est vraiment un point très très important. Apprendre à faire alliance, ça s'apprend en fait. Hein. Et donc, il y a vraiment besoin, et c'est très lié avec la question du temps, hein, c'est un investissement, une alliance. C'est une prise de risque, c'est une confiance qu'on donne à l'autre et c'est un investissement. Mais vous connaissez bien la maxime africaine, hein, si on veut aller plus vite, on va tout seul et si on veut aller plus loin, il faut y aller ensemble. Et je crois que c'est vraiment cette prise de conscience qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre et de faire cet apprentissage. Que ce soit les élus, avec toute la démarche aujourd'hui que le CNFPT qui forme les élus territoriaux est en train d'engager, que ce soit au niveau des acteurs de territoire, et ça, c'est la chère interaction d'AgroParisTech, il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui de cette nécessité de monter en compétence sur ces sujets-là. Les MOOC, par exemple, que nous avons fait avec les SEC vont tout à fait dans ce sujet-là. Prenez le temps d'apprendre cette logique-là, expérimentez-le, hein, vous ne réussirez pas de la première fois, mais ce n'est pas grave à la limite, hein, c'est vraiment un chemin, un compagnonnage et un apprentissage au quotidien, ça ne s'en prend pas dans les nives, c'est vraiment sur le terrain. Je vais prendre une difficulté qui est citée, qui est la difficulté à changer de paradigme, à n'être plus donneur d'ordre, mais partenaire. Voilà. Et je pense que ça, c'est une vraie question de la coopération. La coopération, elle ne peut pas être verticale. Elle doit forcément être horizontale. On ne coopère que si chacun met des choses et des choses différentes. Et je pense que ça, c'est très important, c'est que deux êtres qui sont strictement semblables, ils ne coopèrent pas parce qu'ils apportent tous les deux la même chose. Et donc, la question qu'on peut se poser pour créer de la coopération, c'est qu'est-ce que chacun va amener au plat commun? Et ça, je pense que c'est une bonne question en amont. Complètement. Et juste un point, il ne faut pas confondre co-gestion et co-construction, hein. Parfois, on me dit, pour être partenaire, pour travailler ensemble, il faut avoir les mêmes valeurs. Je dis non. Non, pas du tout. Parce que autant pour être dans la même communauté, d'accord, dans le même projet, peut-être. Mais quand on est dans un écosystème, et notamment, je pense au territoire, on ne choisit pas ses voisins. Eh bien, il faut vraiment accepter de sortir de cette postulat où pour faire alliance, il faudrait partager les mêmes valeurs. C'est faux, archi faux. Pour co-gérer, sans doute. Mais pour co-construire, certainement pas. Et ce que vient de dire Benoît Gadjios est fondamental. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment nous enrichir de cette co-construction, il faut prendre le risque d'aller vers des gens qui sont différents. Sinon, on reproduit qu'avec la vision qui est finalement la sienne et on réduit progressivement notre capacité de transformation. C'est comme les réseaux sociaux qui, avec les algorithmes, vous font croire que quelque part, la réalité, elle est celle que vous croyez parce qu'en fait, on vous renvoie que l'information qui vous intéresse. Eh bien, la co-construction, c'est au contraire la confrontation à la différence et de reconnaître que la différence est une valeur et que cette valeur-là, elle est partagée, quelles que soient les valeurs individuelles, après des acteurs qui se mettent autour d'une table pour justement accepter cette différence. Johanna, une question pour toi, parce que qui côtoie beaucoup d'associations, elle est un peu taquine. Une difficulté à faire comprendre l'importance de ces sujets au top management et donc à dégager du temps pour cela. Non, c'est vrai, c'est une réalité. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut réussir à prouver la création. C'est pour ça que le côté expérimentation est très important. Essayer à petite échelle de développer un projet, de prouver la création de valeur qui est au-delà du financier, mais de montrer ce qu'on va apporter d'un point de vue au territoire, aux collaborateurs et au projet lui-même.
Et grâce à ça, grâce à une petite expérimentation, après de le mettre en avant pour démontrer justement ce qu'on apporte. Et il y a effectivement toute une méthodologie avec le diagnostic territorial, essayer de démontrer quels sont les enjeux du territoire et finalement en impliquant l'ensemble des parties prenantes, comment est-ce que je peux convaincre le management que finalement ça a du sens et que cette création de valeur extra-financière, elle est fondamentale et on ne peut pas faire sans. Alexandra, une dernière difficulté? Oui, alors c'est plus une crainte qui est remontée, c'est la crainte de dévoiler ses secrets dans une perspective concurrentielle. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite réagir là-dessus. Bien sûr. Moi, je veux bien, parce que c'était tout l'enjeu de la dernière audition que j'ai eue avec le HCVA, le Haut Conseil à la vie associative. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Hein. La co-construction ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux et que quelque part, il puisse y avoir à certains moments des logiques finalement où on peut être en concurrence et notamment que ce soit d'ailleurs paradoxalement entre associations, mais aussi entre investisseurs, hein, où parfois on voit aussi cette logique-là. Et s'il n'y a pas eu plus de co-construction du côté des structures d'intérêt général que des structures des investisseurs, c'est parce que cette forme de compétition qui ne se traduit pas du tout de la même façon, elle peut exister. Il y a un très beau mot que j'aime bien, moi, qui est la coopétition. Hein. C'est pas, et qui revient un peu à la question de la co-construction versus la co-gestion. D'abord, on n'est pas obligé de tout mettre tout de suite sur le tapis. Ça se construit hein, dans la durée. C'est pour ça que ça prend du temps, une alliance, parce que ça se construit dans la durée. Et d'autre part, à partir du moment où les objectifs sont clairement posés, eh bien, on peut vraiment construire, y compris dans cette logique-là. Mais il faut vraiment, j'allais dire, être honnête. Et comme c'est basé sur la confiance, il faut que ça soit fait. Je voudrais juste insister sur un élément, c'est que juridiquement parlant, nous n'avions pas l'outil pour vraiment pouvoir permettre ces expérimentations. Hein. Et ce n'est pas nous qui le dit, c'est le Conseil d'État, dans son rapport en 2016, réaffirmé dans la nécessité d'expérimentation en 2019. C'est pour ça que la proposition de loi sur finalement expérimenter un droit de l'alliance est important parce qu'il peut permettre de sécurité, de mettre chacun en sécurisation, y compris dans le fait de se dire oui, on n'est pas dans le monde de Candy ou de oui, il peut y avoir des risques et il faut protéger ces risques-là, d'où la nécessité d'un outil juridique qui permette d'être adapté à ça. Merci beaucoup, Charles Benoît, pour ce complément, cette précision. On l'a vu tout à l'heure, un des premiers besoins exprimés par les associations, et on voit à quel point elles ont bougé au cours des 6 derniers mois pour ceux qui les ont côtoyés, c'est la question du digital. Alors, Marie, vous passez votre vie à côtoyer, à accompagner les structures sur ces sujets. En fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels enseignements vous tirez des derniers mois sur ces sujets? Merci Benoît. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie à me consacrer si vous avez passé toute la journée derrière votre écran à regarder les différents Zooms. Comme vous avez pu l'observer, la crise elle a rendu le besoin tech des associations encore plus évident. Et peut-être avant de vous partager Sherit, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille, j'aimerais vous partager peut-être un constat que vous partagez peut-être aussi, qui est que le digital peut être compliqué d'accès. Il est difficile à appréhender pour beaucoup d'associations, pour beaucoup de fondations, d'acteurs du financement. Je vous rassure, je viens du monde classique et il n'est pas forcément extrêmement facile à appréhender non plus. Et donc, on a des associations et donc des fondations qui viennent nous voir avec 2 approches un petit peu différentes. Il y a une première approche qui est j'ai un besoin très précis, j'ai besoin d'un CRM, j'ai déjà dépensé des dizaines de milliers d'euros pour développer mon site internet et j'ai un site internet qui fonctionne mal ou pire, qui ne fonctionne pas du tout. Je veux faire des MOOC, je veux recruter un développeur. Donc voilà, ça c'est une première catégorie en tout cas de besoins. Et après, on a d'autres associations, d'autres fondations qui viennent nous voir en nous disant on sait que le digital peut nous aider, mais on ne sait pas exactement comment et on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. Et donc, on voit que beaucoup d'acteurs, ce n'est pas forcément le cas de tous, mais sont un petit peu démunis pour répondre à ces différentes questions. Et il manque un petit peu d'un traducteur et d'un connecteur entre le monde de la tech et le monde de l'impact. C'est une petite métaphore que j'utilise parfois pour expliquer. Mais si vous allez voir un médecin généraliste pour un mal de tête,
la cause de votre mal de tête, elle sera peut-être très différente. La méthode pour réussir à trouver pourquoi est-ce que vous avez mal à la tête aussi, et les solutions probablement aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle le digital, c'est un sujet qui n'est pas toujours très facile à appréhender. Et donc voilà, le but, c'est que nous, on arrive à le rendre beaucoup plus simple et à donner un petit peu les clés. Déjà, pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est peut-être un constat que vous partagez aussi, mais on observe qu'il y a vraiment 3 grandes barrières. La première, c'est la barrière du langage. Le jargon du digital, de la tech, il est très souvent compliqué. Il évolue très rapidement, tous les 3-6 mois, comme les technologies. Et donc, c'est difficile de s'en approprier tous les codes. Même moi, au début, quand j'ai découvert il y a 6-7 ans la tech, je pense qu'il n'y avait que les prépositions que je comprenais dans certaines phrases parfois. Le deuxième sujet, c'est une fois que j'ai levé les barrières de langage, j'ai vraiment une diversité d'acteurs auxquels je fais face. Est-ce que je vais voir une agence, et donc ça s'appelle une ESN qui a des développeurs, des chefs de projet? Est-ce que je vais voir des freelances? Est-ce que j'internalise ces compétences? Et donc, je peux avoir plein de questions à se poser. Je ne sais pas forcément toujours vers qui me diriger. Et le dernier sujet, c'est l'accessibilité. Très souvent, ces ressources-là, digitales, donc des chefs de projet, des développeurs, ce sont des ressources qui sont très rares, mais aussi très chères. Et donc, avec le Covid, le budget des financeurs, il s'est temporairement intensifié et il a été majoritairement concentré sur le portefeuille d'associations que les fondations soutenaient déjà. La réponse que je n'ai pas aujourd'hui, c'est juste une question, c'est est-ce qu'à l'avenir, on va avoir des budgets, vous en tant que financeur, en tant que fondation, vous allez avoir des budgets un peu plus restreints. Et donc avec la Fondation Total, suite à l'étude qui a été faite et lorsque le numérique est sorti comme le premier enjeu pour les associations, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on pouvait accompagner les associations déjà soutenues par la Fondation Total et les futures à passer la crise qu'ils traversent actuellement et comment est-ce que le digital pouvait vraiment être un levier. Donc, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment est-ce que je fais dans un contexte incertain pour accompagner de manière pérenne les associations à traverser la crise avec peut-être un petit peu moins de budget et peut-être d'une manière un petit peu différente qu'avec un financement pur et dur. Et donc, là, on a pu vraiment observer, je vous l'illustrerai avec des exemples, que le digital, il est apparu comme un des leviers clés. Il y a ensuite un besoin de partenaires de confiance. C'est vraiment ce que j'évoquais dans l'idée 2. Parfois, on va un peu avoir l'impression de se faire trimballer par les interlocuteurs. On a beaucoup d'associations, beaucoup de fondations qui viennent nous voir en nous disant en fait, j'ai fait un super cahier des charges, j'ai fait tout comme on m'a demandé, j'ai fait des maquettes et en face, j'ai pas du tout eu la solution qui était attendue. Alors, il y a plein de causes possibles là-dessus. En tout cas, c'est un vrai problème aujourd'hui d'avoir vraiment des partenaires de confiance et très souvent malheureusement quand on lance un projet digital ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on avait pu imaginer. C'est très frustrant à la fois pour l'association, pour le financeur mais aussi pour l'agence qui réalise les devs en face. Et finalement il y a un point qui est hyper important et qui est vraiment je pense le fil conducteur de nos échanges, c'est le fait de pouvoir renforcer la coopération entre tous les acteurs et j'y reviendrai aussi après. Je vais pouvoir un petit peu vous partager pourquoi Shareit a été créé. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment 2 révolutions qui grandissent en parallèle. Il y a d'un côté la révolution de la tech, la révolution du digital. Ça ne vous aura pas échappé, qui a transformé nos manières de vivre, nos manières de travailler. Et il y a d'un autre côté la révolution de For Good, la révolution du For Good, la révolution de l'impact que vous connaissez bien, qui est une révolution très profonde, peut-être un petit peu moins connue du grand public, mais on observe qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui adressent des enjeux sociaux autour de la santé, de l'éducation, de l'environnement et j'en passe, avec un mode opératoire très proche de celui d'une entreprise. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est une start-up, recruter des chefs de projet, recruter des développeurs, c'est extrêmement compliqué. Mais lorsqu'on est une association, c'est tout simplement impossible. Donc, nous, on a un objectif qui est assez simple, c'est de développer des solutions digitales pour des entrepreneurs sociaux, pour leur permettre de démultiplier leur impact. Et on a été créé donc, il y a 3 ans avec Ashoka et avec des entrepreneurs du web pour vraiment essayer de créer plus d'interactions entre ces 2 mondes. Et ces projets, on peut les développer grâce aux équipes Shareit, mais grâce aussi à nos partenaires qui nous dédient en mécénat de compétences des ressources dédiées de qualité. Et c'est par exemple le cas d'Accenture. En 2 mots peut-être, l'exemple de projet accompagné, on a travaillé pour Signe de Sens et on a développé une petite extension qui permet de traduire tous les mots d'un site internet en langue des signes pour rendre le web beaucoup plus accessible, puisque aujourd'hui en moyenne, les personnes qui parlent la langue courante, on utilise à peu près 6000 mots. Et les personnes qui pratiquent la langue des signes, c'est à peu près 2000 mots. Donc, il y a une vraie exclusion sur le numérique pour ces personnes-là.
Un autre exemple de projet qu'on a accompagné, c'est l'association Entourage avec la plateforme LinkedOut. Si certains d'entre vous suivent le Vendée Globe, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une plateforme qui a pour objectif de partager le CV de personnes qui n'ont pas forcément de réseau. Donc, c'est principalement des personnes SDF pour leur permettre de retrouver un emploi. Merci Benoît. Et ensuite, on y vient, du coup, la coopération entre les différents acteurs. On observe qu'on est vraiment dans un point de bascule aujourd'hui. Il y a un peu un alignement des planètes pour les 3 acteurs. Par effet ricochet, Sherit fait travailler plein d'acteurs différents. On travaille avec des entrepreneurs sociaux, des associations qui ont toute taille. On travaille avec des partenaires comme Total, des partenaires comme Accenture, et d'autres aussi. Mais donc, on travaille vraiment avec des acteurs qui sont petits, des acteurs moyens et des grands acteurs. Et on a vraiment tous besoin des uns et des autres pour tout un tas de raisons différentes. Tout d'abord, les associations, on observe qu'elles font vraiment preuve de résilience de manière générale et encore plus avec la crise qu'on traverse aujourd'hui. Et aujourd'hui, le digital, il est essentiel pour pouvoir maintenir ses activités à distance, mais aussi pour grandir et développer ses activités. Je pense que le digital, en tout cas, c'est un formidable essor. Et ce qu'on voit de plus en plus émerger, c'est un mix entre du présentiel et du digital, puisque les deux vont vraiment être complémentaires et vont aussi pouvoir servir des objectifs qui sont très différents. C'est un levier qui a été très puissant. Pour aussi vous donner peut-être 2 exemples, on a une association, je ne donnerai pas forcément le nom, mais qui n'était pas du tout digitale, qui organisait surtout des sensibilisations en présentiel, qui en réalisait beaucoup et qui avait beaucoup d'impact. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec eux, le digital leur paraissait très éloigné de leur pratique et ils avaient vraiment peur que ça dénature leur accompagnement, que ça enlève le côté qualitatif. Et ils nous ont appelés il y a quelques semaines pour nous dire qu'ils avaient organisé leur événement annuel qui se tenait d'habitude en présentiel avec 3000 personnes à distance et que ça a été un véritable succès. Donc, on observe que pour plein d'acteurs associatifs, ce passage-là, il a été extrêmement rapide. C'est vrai que nous, on essaye depuis quelques années maintenant de les accompagner et le Covid, ça a été finalement un accélérateur naturel qui a apporté ce côté-là positif. Et toujours dans l'exemple du projet LinkedOut dont je vous parlais tout à l'heure, ils avaient imaginé autour de l'événement du Vendée Globe qui devait se tenir en présentiel beaucoup d'événements. Pour eux, ça a été une petite claque de devoir tout réorganiser en digital. Et finalement, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel avec des outils assez simples. Ensuite, il y a tout le monde des financeurs. Vous êtes aujourd'hui, vous, très fort pour sélectionner les bons projets. Nous, on observe qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était peut-être considéré comme un luxe d'accompagner des associations sur le volet digital. Maintenant, c'est vraiment une nécessité. Et on observe de la part des financeurs des sollicitations beaucoup plus grandes et vraiment des interrogations pour savoir comment accompagner autrement les acteurs associatifs à passer cette crise-là. Et finalement, il y a des acteurs comme nous, Sherit, mais il y a plein d'autres acteurs qui font la même chose que nous et où on est très complémentaires. Je pense par exemple à Co-Conseil, je pense à Latitude, je pense à Simplon, je pense à Webasso. Et donc, nous aussi, on essaye d'appliquer tout ce qu'on est en train de se partager et vraiment de coopérer pour vraiment rendre le digital beaucoup plus accessible, le simplifier, proposer des offres complémentaires et rendre tout ça beaucoup plus lisible pour des fondations et pour des acteurs du financement en apportant encore une fois autre chose. L'idée, c'est vraiment de diversifier toutes ces actions. Et donc, si vous avez envie d'en discuter, Johanna, comme tu le disais, 10 minutes, c'est très court, mais on pourrait bien sûr vous donner plein d'autres exemples et rentrer plus en profondeur dans les sujets. J'ai mis mon mail sur la présentation, mais je pourrais aussi vous la partager si vous voulez qu'on en discute plus en détail. Marie, on va encore te donner quelques instants, parce qu'il y a une question spécifique, mais elle est facile pour toi, qui est est-ce que tu as des recommandations pour des activités des opérateurs artistiques qui sont en pleine transition digitale et des exemples de digitalisation de pratiques artistiques? Je trouve que c'est une très bonne question. Oui, en effet, c'est une très bonne question. C'est une question qui est très spécifique et du coup, je ne sais pas si j'ai la réponse. En tout cas, peut-être que si je devais être amenée à répondre à cette question-là, je vous redirigerais plutôt des questions qui seraient de me dire quelle est votre activité aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous arrivez vraiment à transmettre en présentiel et que vous voulez continuer à transmettre via le digital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le digital, c'est un outil parmi tant d'autres et un levier parmi tant d'autres pour vraiment continuer de faire ce qu'on fait et pour continuer de démultiplier son impact. Et donc, je pense qu'il faut vraiment partir de cette question-là en se disant quelle est mon ambition, qu'est-ce que je souhaite faire, quels sont les publics que je souhaite toucher
et comment est-ce que je peux profiter vraiment du digital pour prolonger ces expériences. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez, mais en tout cas, je vois plein de choses sur le secteur artistique qui est en train de se passer. Il y a par exemple le Louvre qui a rendu certains de ses cours accessibles. Alors, il faut les financer, bien sûr. Il y a une petite partie à la charge de la personne, mais qui a un coût beaucoup moins important que lorsque je fais des cours directement. Il y a plein d'artistes qui ont continué de diffuser sur certaines plateformes leur contenu, leur spectacle. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Non, je pense que c'est une très bonne réponse. Je vais donner une autre illustration et on va citer l'association parce que je trouve que c'est une très belle initiative qui est le Paris Mozart Orchestra qui fait travailler des élèves de lycée sur des créations d'œuvres musicales qui allient le récitatif et la musique, des mélologues qui sont des créations systématiques et qui font se rencontrer des classes et des musiciens de cet orchestre. Évidemment, pendant le confinement, ils ont eu un peu de mal à se rencontrer. Et en fait, le Paris Mozart Orchestra a développé une valise digitale qui a permis de garder le lien entre les musiciens, les enseignants et les élèves. Voilà. Et en fait, les travaux ont pu continuer de création, parce qu'il y a vraiment un travail de création dans les lycées. Cette opération s'appelle Un orchestre dans mon bahut, elle est absolument splendide. Et ce que nous disait le Paris Mozart Orchestra, c'est qu'au-delà de permettre aux classes qui étaient déjà engagées de poursuivre leur projet, en fait, ça a permis à des classes qui n'étaient pas engagées de s'engager. Voilà, donc on voit bien. Et en fait, moi, ça m'amène à une chose qui est que pendant très longtemps, je pense, sans faire injure à personne, que le digital dans bon nombre d'associations a été vu comme un frein à l'humain. Et je pense que la crise qu'on vient de vivre a permis de montrer que le digital est un levier d'impact humain et que beaucoup d'associations ont pu continuer à avoir l'impact grâce au digital. Voilà. Et je pense que là, on est à un point de bascule entre le frein et l'impact du digital, tel qu'il pouvait être perçu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, Johanna, sur le digital ou Charles Benoît, vous voulez compléter? Non, moi, je voudrais juste te dire, quand on avait fait une étude sur les fondations, sur les enjeux pratiques des fondations en fin 2017, on les fait tous les 5 ans avec nos amis du Centre français des fonds et fondations, donc on la refera l'année prochaine. Ce qui était nouveau, ce qui n'était pas apparu 5 ans avant, c'est l'accompagnement numérique qui, à l'époque, représentait 16% des fondations qui déclaraient faire ce sujet-là. Ce qui sera très important, c'est de regarder l'année prochaine où les fondations en sont, parce que je suis vraiment tout à fait en phase avec ce qu'a dit Marie Belloc, c'est que l'accompagnement au digital et plus globalement les questions de l'accompagnement sont passées d'un luxe, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la cerise dans le gâteau. Et je pense que le digital, les questions des modèles socio-économiques sont des questions et des accompagnements qui ne sont plus considérés comme quelque chose de supplémentaire, mais vraiment au cœur de la question. Et je me souviens, puisque la même année, j'avais eu le plaisir d'interviewer pour une intervention Louis Schelzer, qui était commissaire général à l'investissement, 45 milliards d'investissement d'État, et qui, je faisais intervenir et dit devant la caméra, eh bien, aujourd'hui, un investisseur qui n'investit pas dans l'évaluation d'une part et dans l'accompagnement d'autre part est un mauvais investisseur. Donc, très bien. Et la caméra s'arrête. Et il me regarde et il me dit, mais malheureusement, cher Benoît, c'est qu'on n'a pas encore trouvé des moyens de le faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'était vraiment, y compris dans les investissements les plus lourds, y compris dans ces grands programmes d'État, la question de l'accompagnement, du tiers-lieu. Je vois que du tiers de confiance, pardon, il y avait une question tout à l'heure, du tiers de confiance tout à l'heure, était considéré comme un luxe. Eh bien, aujourd'hui, je crois que les acteurs publics, les investisseurs sociétaux ont compris que ce n'était pas un luxe, que c'était la condition de pérennisation et d'effet de levier de leur investissement. Et je prendrai juste un exemple d'État. Le programme Petite Ville de demain, 10 millions sont consacrés justement à cette ingénierie. Et je crois que vraiment, la question de l'ingénierie, elle est au cœur de l'investissement qu'un investisseur sociétal peut faire pour pas seulement aider temporellement un projet, mais pour aider structurellement un dispositif, une organisation à finalement aller plus loin. Et je crois qu'il y a vraiment 2 leviers, nous, dans nos travaux de recherche qui ressortent. C'est vraiment la question du modèle économique et la question du digital, qui sont les 2 piliers sur lesquels aujourd'hui, bien évidemment, la transformation des structures d'intérêt général est en train de se structurer.
Merci beaucoup, Charles Benoît. Après avoir parlé de coopération entre les financeurs et les associations, de coopération entre les associations, évidemment, on voulait terminer sur la coopération entre les financeurs. Alors, même logique que tout à l'heure, comment vous positionnez-vous en termes de maturité, en termes de coopération entre vous, financeurs? Très mature, mature, peu mature et très peu mature. Léo, c'est à vous. Merci Benoît, le sondage est ouvert. Vous êtes déjà en train de répondre. Je vais le laisser ouvert une trentaine de secondes. Benoît, je vois qu'il y a une question sur les outils. Vas-y, Marie, pendant que que… j'y réponde le temps que les personnes Absolument. finissent de compléter, ou est-ce que tu penses qu'on aura du temps un petit peu après On pour va y faire deux répondre? choses en une. Allez, parfait. C'est une très bonne question. Je reprends juste la question qui est: ne croyez-vous pas que certains acteurs ont néanmoins poussé des assos à se doter d'outils propres et parfois compliqués, alors qu'il y a aussi des plateformes qui proposent des outils digitaux et mutualisés type Hello Asso? Je suis 100% d'accord. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de regarder, de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Un conseil qu'on donne, c'est que s'il y a déjà un outil qui l'utilise, même si ça répond qu'à 70, 80, 90% du besoin, c'est toujours mieux que rien. Et du coup, c'est souvent des solutions qui sont plus faciles à maintenir et à faire évoluer. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage. Parfois, ça a du sens de créer sa propre plateforme, mais je pense que c'est le cas de très peu d'acteurs. Je pense que pour 80% du secteur associatif, il faut plutôt aller sur des outils déjà existants. Et donc, il y a un vrai enjeu de comment est-ce que je le choisis, comment je choisis un outil qui est vraiment adapté à mes besoins. J'aurais bien plus à dire là-dessus, mais je vais te repasser la parole, Benoît. Et peut-être juste pour compléter ce que je voulais dire au sein de la Fondation, quand on parle d'accompagnement autour du numérique, c'est justement, on fait appel à un expert, donc par exemple Sherit, pour vraiment comprendre les besoins et s'assurer qu'on va, je dirais, on challenge l'association pour être sûr que ce qu'on va mettre en place répond vraiment à un besoin et qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui existe. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait par un expert sur la thématique. Alors, ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la coopération entre les associations, grosso modo, on était sur un 50-50 entre très mature, mature d'un côté et peu mature, très peu mature. Là, on est plutôt sur un 40-60 et donc un peu moins de maturité. Et du coup, on va vous demander, on va vous poser la même question, c'est finalement quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comme vous êtes tous là, ça va permettre d'en discuter tous ensemble pour coopérer entre vous, entre financeurs. En tous les cas, il y a 59% de personnes honnêtes autour de la table, ça fait plaisir. Je voudrais juste être un peu provocateur parce que c'était un sujet qu'on a beaucoup traité avec Béatrice de Durfort, du temps où elle était déléguée générale du Centre français des fonds et des fondations. Il y a eu beaucoup de pression sur l'injonction à faire alliance, à être réseau, etc., dans les partenaires, pour les partenaires et des associations bénéficiaires, mais il y a eu beaucoup moins de réactivité et les investisseurs sociétaires ont été beaucoup moins prompts à eux-mêmes se poser la question du jeu collectif. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, à la faveur de la Covid-19, est vraiment ressorti. On a pu avoir la chance, dans le cadre de la démarche d'anticipation de sortie de crise, d'animer un groupe d'investisseurs sociétaux qui représente plus d'1 milliard d'euros d'investissement par an. Et en fait, en reconnaissant qu'eux-mêmes, finalement, n'avaient pas du tout ce tropisme du jeu collectif. Donc, on est parti quand même bien en retard par rapport à la capacité des structures d'intérêt général à travailler entre elles, ce qui n'est déjà pas une culture française, mais pour côté investisseur, on est parti encore plus en retard. Donc, pardonnez-moi pour les 40% de ceux qui sont déjà matures, mais la réalité, et puis c'est normal, puisqu'on est quand même au forum mécène de l'ADMICAL, donc par définition, depuis 40 ans, l'ADMICAL travaille à cette maturité, mais grosso modo, quand même, il y a un vrai retard à l'image sur la capacité. Et pourquoi? Tout simplement parce que les structures d'intérêt général, ça n'a pas été un choix, ça a été une nécessité. Et que jusqu'à très récemment, les investisseurs considéraient qu'à partir du moment où ils investissaient, ils étaient responsables de leur investissement. Alors bien sûr, il fallait que ça ait le maximum d'impact, mais quelque part, c'était vraiment cette question n'était pas au cœur du sujet. Et je crois que la COVID-19 a vraiment renforcé ça. Alexandra, qu'est-ce qu'on a comme question, comme difficulté sur ces sujets-là? Alors, c'est intéressant, on retrouve cette question de l'ego avec la difficulté à s'effacer en faveur d'une cause et également la peur de perdre le contrôle de ses investissements. Johanna,
tu veux répondre sur la perte de contrôle? C'est vrai que c'est un sujet qui est… Comment? Comment fait-on pour pas avoir peur de ça? Pas facile d'y répondre. Je ne sais pas s'il y a des personnes autour de la table qui souhaitent peut-être répondre à cette question. C'est la confiance, hein. Pardonnez-moi. Voilà, j'allais dire. Moi, je pense que c'est la confiance. C'est une question de confiance, exactement comme la coopération entre les associations nécessite de tisser la confiance et de partager l'objectif. Je pense que la question de la coopération entre les financeurs, pour les mêmes raisons, nécessite aussi de tisser la confiance. Et je reviendrai peut-être juste après sur les modalités ou les conditions pour tisser cette confiance. Et puis, il y a en France cette logique de confusion totale entre cogestion et co-construction, hein. Je reviens là-dessus, mais s'il faut partager les mêmes valeurs, être certain que l'autre va prendre les mêmes décisions que moi pour pouvoir co-construire, ben en fait, il ne faut pas s'étonner qu'on ne construise pas, hein. Il y a vraiment cette logique d'avoir une ouverture sur des modèles de gouvernance qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus en dialogue et en débat, finalement, que la vision très monolithique qu'on peut avoir en France. Et je pense que ça, ne pas avoir peur de la confrontation, c'est quelque chose vraiment de très important là-dessus, parce que sinon, effectivement, on est complètement paralysé et on bloque tous les risques. C'est Jean-Paul Delevoye, hier, qui, à notre dîner, rappelait une phrase que j'aime beaucoup, qu'il dit assez fréquemment, qui est l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Bah, juste, il faut savoir si on a envie de désobéir un peu ou pas, quoi, hein, parce que sinon, c'est sûr que si on ne veut pas prendre de risques, on n'innove pas. Et bizarrement, ça ne fait pas bouger les lignes. Alexandra, d'autres questions? Il y a des réactions sur les objectifs avec l'enjeu d'être transparent sur les objectifs et aussi le fait de créer des objectifs partagés pour faciliter la coopération. Là-dessus, ça fera partie des choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais c'est sûr que la question de se mettre d'accord sur l'objectif et prendre le temps de le faire est absolument clé. Comme un voyage, il ne se passe bien que si on sait vers où on va. Et je pense qu'on ne prend pas assez souvent le temps de cet investissement-là, où on a l'impression de perdre du temps parce qu'on n'est pas dans l'action à ce moment-là. Et en fait, je pense que c'est dans ces moments-là où on crée les ferments du succès ou de la défiance qui va s'installer ensuite. Donc, savoir prendre le temps et savoir investir en amont là-dessus. Je partage. Pardon. Ah ben non, oui, non, je partage complètement. Et puis, je pense que c'est vraiment partir des enjeux et comment est-ce qu'on va flécher chacun d'entre nous un besoin spécifique pour répondre le mieux aux besoins de l'association. Mais si effectivement les objectifs sont clairs et que le fléchage il est bien déterminé, ce sera plus simple. Et je pense que je suis vraiment d'accord avec ça aussi. Et je pense qu'il y a un troisième élément qui est fondamental, c'est n'oublions pas que c'est difficile d'avoir une sémantique commune. Et parce qu'en fait, on vit dans des univers différents, avec des temporalités différentes, avec des vocabulaires différents. Et on a, depuis 2015, un outil qui est absolument fabuleux, qui n'est pas du tout un outil onusien très très loin, qui est au contraire très proche du terrain et de la logique, qui s'appelle les objectifs de développement durable. Avec un gros avantage, c'est qu'il fixe des objectifs et un agenda à 2030, c'est-à-dire qu'il faudra collectivement, on sera responsable de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait sur ce sujet-là. Et paradoxalement, c'est un outil onusien, d'abord extrêmement simple, que l'on soit une TPE locale jusqu'à une multinationale, on sait l'utiliser, ou qu'on soit de la Croix-Rouge française à une association de quartier, on sait l'utiliser. Et ça, quelque part, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça nous fixe quelque chose qui est un objectif au-delà de notre propre objectif. Moi, je dis toujours dans les partenariats, la problématique, c'est quand on est 5 siècles en arrière, c'est-à-dire qu'on croit que le soleil tourne autour de la Terre. Et bizarrement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer dans son écosystème. Eh bien, j'ai un scoop. Eh bien non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil et ça serait bien qu'on remette le puits au milieu du village. Et ces objectifs de développement durable, par leur simplicité, on n'est pas obligé d'entrer dans les 169 cibles et comprendre tout. Finalement, ils permettent de dire, mais moi, c'est là que je vais contribuer. Et ce que Benoît, vous disiez tout à l'heure, et je partage, c'est de bien déterminer où est la contribution de chacun. Et de pouvoir montrer finalement quelle est la contribution de chacun à travers un outil commun, c'est extrêmement fort. Et je n'oublie pas, bien évidemment, que si, dans leur grande sagesse, les 200 pays qui ont signé les objectifs de développement durable ont mis un 17e,
qui est celui justement de la coopération et finalement du partage de technologies, de savoir, de finances, de inventer ensemble, c'est parce qu'ils avaient bien reconnu qu'un point de vue mondial, on ne savait pas plus qu'on peut le savoir en proximité d'un territoire ou au niveau d'une nation. Donc, il faut bien inventer ensemble ces solutions-là. Et je trouve que là, quand on se fait confiance, quand on regarde par l'expérimentation de terrain et quand on se réfère à un cadre commun qui facilite un dialogue entre les acteurs, en se donnant le temps pour le faire, eh ben, là, il y a la recette miracle pour que l'alchimie de la co-construction du bien commun puisse avoir lieu. Et pour rebondir sur ce que vous dites, Charles Benoît, je pense que une des caractéristiques des ODD, c'est qu'ils parlent de finalité, ils parlent de contribution, ils parlent d'impact. Là où ce qui était pour moi le cran d'avant, qui était ISO 26000, parlait de moyens et parlait d'efforts. Et je pense qu'on s'unit dans la coopération autour d'un objectif, autour d'un résultat, autour d'un impact. Et l'effort n'est que la conséquence, mais on ne s'unit pas dans un effort. Voilà. En tout cas, c'est une conviction assez forte pour moi sur la coopération humaine. Et je vois l'heure qui tourne, donc malheureusement, on va être obligé d'arrêter cette session de questions-réponses. Et peut-être juste quelques éléments pour ramasser un peu tout ce qu'on s'est dit sur la coopération. De pourquoi coopérer et puis quelques conditions qui me semblent souvent négligées pour coopérer. On a vu ensemble que finalement il y a 3 raisons qui vont amener à coopérer, qui nécessitent de coopérer. D'abord, c'est que les situations que rencontrent les opérateurs, que rencontrent les fondations, les financeurs sont de plus en plus complexes. Voilà. Aujourd'hui, les enjeux tout devient compliqué dans un temps qui se raccourcit. Et finalement, pour répondre à ça, une compétence ne suffit plus. Je ne crois plus à la magie, à l'homme ou la femme providentielle, à l'organisation providentielle. Il y a bien besoin de mettre autour de la table plusieurs compétences. Et enfin, à l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est parce qu'on aura des compétences multiples qu'on va pouvoir, dans la construction, trouver des solutions. Le 1 plus 1 égale 3 et je trouve pas un euphémisme, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on trouve ensemble des solutions que personne n'avait imaginées et personne ne savait même qu'on allait l'imaginer en rentrant dans la pièce. Moi, ça m'a frappé beaucoup de fois. Alors, cela dit, cette coopération, et on l'a beaucoup vu dans les échanges qu'on a eus, elle est loin d'être naturelle, elle est loin d'être facile. Et je crois que la coopération, elle nécessite de réunir 3 conditions. La première, on en a beaucoup parlé, c'est la confiance. Et la confiance, ça nécessite d'avoir pris le temps de se connaître, parce qu'en prenant le temps de se connaître, on génère du crédit d'intention. C'est-à-dire qu'on génère vis-à-vis de l'autre la perception qu'il va m'aider. Alors que, naturellement, on va générer du procès d'intention. C'est-à-dire, on revenait tout à l'heure sur la question des égos. Finalement, il est là pour lui, il n'est pas là pour le bien ou l'objectif commun. Donc, la question de la confiance, et la confiance, ça prend du temps. Alors, malheureusement, la confiance, c'est long à construire et ça se détruit dans la seconde. Voilà, il suffit d'un geste pour détruire la confiance. La deuxième chose, et on en parlait également tout à l'heure, c'est d'avoir un objectif qui soit commun et qui ait été validé par tous. Il ne suffit pas de se dire qu'il est commun, encore le faut-il vraiment. Et surtout que cet objectif, il permette de concilier les objectifs individuels. En sociodynamique, on appelle ça le jeu personnel. C'est-à-dire que chacun qui vient dans une alliance, vient avec ses propres objectifs. Et ces objectifs, je pense qu'il faut les partager en transparence, parce qu'il faut s'assurer que l'objectif commun respecte ses objectifs individuels. Sinon, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Et puis, troisièmement, Charles Benoît le redisait tout à l'heure, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la coopération, elle a un coût. Elle a un coût important d'énergie, elle a un coût important de temps, elle a un coût important de finances. Et du coup, il ne faut pas coopérer sur tout. Il ne faut pas coopérer pour coopérer. Il faut limiter la coopération aux sujets qui le nécessitent. Les sujets qui peuvent être menés en toute autonomie, mais menons-les en toute autonomie. Voilà. Et je pense que se poser ces 3 questions au départ d'un projet est absolument essentiel et prendre le temps d'y répondre. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ces 3 conditions, elles passent leur temps à se défaire. Parce que l'environnement bouge, parce que les gens ont bougé. Et donc, à chaque instant, la confiance, elle peut être ébréchée
par des gestes malheureux. Les objectifs individuels peuvent avoir bougé. Et puis, évidemment, les enjeux de coopération vont bouger aussi. Et donc, il faut qu'il y ait un maître de la coopération, quelqu'un dont la responsabilité, on parle d'ingénierie de projet, ben je pense qu'il y a une ingénierie de la coopération. Quelqu'un qui veille à ce que la coopération se passe que les conditions de la coopération soient en permanence réunies. Et ce n'est pas un boulot simple. Voilà. Et je pense que c'est un boulot hyper important que quelqu'un s'en occupe. Il y a quelqu'un qui doit penser aux conditions de la coopération. Voilà, on a partagé les éléments qu'on voulait couvrir avec vous. Au nom de tout le monde, je vous en remercie fortement. Vous trouverez l'ensemble des éléments, moins 2 fautes d'orthographe, dans le tote bag. Donc, on va corriger les 2 fautes d'orthographe et après, on le mettra dans le tote bag. Et puis, on espère que ça a répondu à vos attentes. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer et participer à cette table ronde. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup Benoît, merci à toutes et tous. Il est 17h15, vous êtes pile à l'heure, pile dans les temps, bravo, je vous en remercie. C'est bientôt la fin de la journée pour ce jour 1 du Mécène Forum, mais pas encore. Je vous propose à toutes et tous de faire une courte pause de 15 minutes et de reprendre à 17h45 pour la dernière table ronde de la journée qui s'intitule « Quel est l'impact de la crise sur les pratiques d'engagement des collaborateurs ?» Voilà, on est très content de vous retrouver. Merci encore à vous, Benoît, et à tous les intervenants. Et j'en profite aussi pour chaleureusement remercier la Fondation Total, qui est un partenaire de longue date du Mécène Forum, avec qui on a co-organisé cette session. Merci à toutes et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.